nous, nous n'allons pas développer cette notion aujourd'hui d'angoisse de sexuation pubertaire. L'idée, c'était surtout de l'inscrire. Il me paraissait intéressant d'inscrire cette proposition clinique que nous avons formulée avec Jean Slamovitz, Thierry Delcourt, Caroline et Pamela Grignon et moi-même, qui a été donc publiée dans la revue française de psychiatrie en ligne. Et nous remercions Alain Xense, qui est psychiatre et qui dirige cette revue, voilà, nous avoir donné l'opportunité de proposer cette nouvelle définition qui qualifie, il me semble, beaucoup mieux ces adolescents qui s'identifient trans, comme on dit. Et aujourd'hui, voilà, l'idée, c'était aussi pour cette passe demain et ouvrir la deuxième journée avec nos collègues, de leur déjà d'émettre cette proposition. Mais tu en diras un mot, Caroline. Nous allons proposer à Michel Messu, dans un premier temps, donc, qui est sociologue, qui a écrit un manuscrit très intéressant sur l'identité, transidentité, de nous donner une perspective de cette voilà, notion d'identité, transidentité, et notamment peut-être aborder la question des mineurs, même si ce n'est pas votre... peut-être voilà, raisonner aussi avec cette proposition que nous faisons, vous en tant que sociologue, en tout cas aborder votre sujet, qui est vraiment cette question de transident. Alors vous avez parlé de non pas de transidentité, mais de alors nous de transidentification et vous de transidentitarisme. Donc il approche la notion idéologique, effectivement, de la transidentité. Ça me paraissait intéressant comme propos liminaire de cette table ronde. Et ensuite, nous donnerons la parole à Jean-François Solal, voilà, qui résonnera aussi avec ce travail que nous menons ensemble maintenant depuis quelques années. Et Caroline, tu concluras. Voilà. Michel Messu. Oui, merci. Oui, alors j'ai eu quelques angoisses lorsque je me suis retrouvé dans cette table ronde sur l'angoisse de sexuation pubertaire, parce que c'est pas ça que j'ai travaillé. Donc c'est bien sur les questions d'identité que je vais intervenir. Alors, il y en a déjà été question dans les tables rondes de ce matin et encore cet après-midi. On a abordé la question sous plusieurs aspects. Alors, je risque de recouper certaines de ces interventions, mais je vais essayer d'aborder les choses un peu autrement. Donc, c'est autour des notions d'identité, d'identitarisme et du transidentitaire que je vais essayer de développer cela. Ah oui, je pars avec un handicap de 7 minutes. Alors, pour le sociologue, l'entité n'est pas une qualité intrinsèque de la personne. Elle ne lui est ni strictement donnée ou assignée de l'extérieur, ni absolument laissée à son libre choix et à l'expression de ses fantasmes. L'identité personnelle est un processus social d'acquisition, processus inscrit dans le temps de la vie individuelle et dans le temps de la vie collective. Elle s'analyse comme le fruit d'une dialectique complexe entre ce qui est donné et ce qui est acquis, entre ce qui est rejeté, ce qui est désiré, entre ce qui s'impose indéfectiblement et peut-être brutalement, et ce qui fluctue variablement au gré des circonstances et des aléas de la vie. Ajouterais-je, comme l'avait d'ailleurs fort bien remarqué ma collègue Nathalie Henny, elle ne l'a pas tellement abordé ce matin, mais que l'identité personnelle ne devient véritablement problématique pour l'individu et la société, et de ce fait peut-être énigmatique pour le sociologue et le psychologue, c'est-à-dire que lorsque ce processus élaboratif s'enraye et connaît une forme de panne. Donc, l'identité est donc processuelle, multifactorielle, confrontationnelle, si je puis me permettre le néologisme. Elle admet la variation, mais elle reste fortement structurée. Elle enregistre le changement, ne serait-ce que celui qui est lié à la dynamique évolutive du corps, mais elle reste le support de la permanence de la personne. Elle est donc singulière et subjective, mais inexorablement objectivable
et objectivée. Pour le dire encore autrement, et peut-être me référer à une autre distinction également proposée par Nathalie Hennig dans ses travaux, l'identité de l'individu est l'énonciation située et datée des qualités insubstituables et des qualités substituables susceptibles d'être appliquées avec succès à un individu. Bref, l'identité, c'est un nœud de paradoxe qui se dénoue dès lors qu'on l'observe dans sa factualité, dans les circonstances où elle s'expose, dans les interactions où elle est requise, y compris sous la forme du discours que l'on tient sur soi. Alors, on imagine volontiers comment cette identité individuelle va pouvoir flotter ou s'enfermer dans une identité collective selon le poids relatif des qualités que j'ai évoquées, substituables et insubstituables. L'identité individuelle ne se conçoit que traversée par les identifications collectives telles qu'elles se présentent hic et nunc. Une société fortement ordonnée par ces dernières laissera peu de place aux singularités substituables de l'individu. Les sociétés d'ordre, de clans, de classes fortement structurées seront de ce type et la discrimination sera la règle du maintien de cet ordre. Pour autant, une société comme celle que nous connaissons, qui accorde de grandes latitudes d'expression aux singularités substituables, ne conduit pas à l'effondrement des identités collectives. Elle les organise et les hiérarchise autrement, ce dont témoigne l'ordre politique et juridique qui y règne et qui, historiquement, a su ériger en lieu et place de la créature de Dieu ou du sujet du prince, un citoyen rationnel et libre, abstraite par qualité, insubstituable de nos sociétés démocratiques. Du moins faut-il l'espérer. Ce disant, dans le contexte des sociétés démocratiques, on voit se déployer toutes sortes de forces qui tentent à rassembler les individus au regard de leurs caractéristiques singulières, substituables comme insubstituables. On comprend que la dominance d'une appartenance collective sur les autres et sur la latitude de l'individu à cultiver sa différence singulière soit un enjeu politique de premier ordre quant à l'existence et la préservation d'une société. Nos sociétés démocratiques ont proposé la dominance abstraite d'un citoyen titulaire de droits universels abstraits, afin d'annihiler la dominance des appartenances concrètes et contingentes. Mais en faire abstraction n'entraîne pas leur disparition. Il convient dès lors d'en réguler les manifestations et de leur définir un espace d'expression. Ce sera l'espace de la loi civile, de la distinction du domaine du privé et du public, avec, en France en tout cas, une autonomie et une neutralité de ce dernier sous la désignation de laïcité. Sociologiquement parlant, il va de soi que cet espace ainsi défini reste un enjeu pour toutes les formes d'expression d'une appartenance collective, qu'il reste un terrain de jeu, si on peut dire, de toutes les forces sociales en mal de visibilité, d'influence ou de reconnaissance. Et si la loi, historiquement et pragmatiquement, autorise et délimite leur capacité de se rendre visible et active dans l'espace public, celui-ci reste, par nature, si on peut dire, un espace de friction et un enjeu pour toutes ces forces. La dominance d'une appartenance identitaire représente ainsi toujours un enjeu politique pour la cité, jusque et y compris lorsqu'on la conçoit sous les auspices de l'universalisme. A fortiori, il devient tel lorsque l'appartenance entend recomposer les caractéristiques insubstituables et les caractéristiques substituables de l'individu. C'est ce à quoi nous assistons dans toutes les formes de communautarisme identitaire, ou d'identitarisme, peut-on dire encore. Il s'agit là, en règle générale, de renverser la hiérarchie, certes historique et culturelle, qui prévaut dans la société, de donner, par exemple,
le primat à une origine communautaire, territoriale, ethnique ou autre, sur une inclusion dans la société nationale, égalisant la condition civile des individus. D'affirmer, autre exemple, la prééminence de la loi du groupe, fût-il religieux, hédonistique ou même mafieux, sur la loi civile en vigueur dans la société. Et on peut multiplier les exemples. Je vais en prendre un. L'identitarisme arc-en-ciel, LGBT, etc. Celui-ci entend former des communautés identitaires sur la base de leurs pratiques sexuelles comprises comme des expressions d'un moi profond ressenti comme le prescripteur ultime de leur identité spécifiée. L'identité ici est réduite à ce seul trait, parfois seulement déclaratif, mais devient le support de revendications sociales et politiques, de droits dérogatoires, quand ce ne sont de simples privilèges au regard du droit commun. En effet, sous couvert d'accentuer la régulation politique de la société sous la bannière des droits de l'homme, des droits humains, ces derniers se trouvent-ils rabattus sur des droits des minorités qui, bénéficiant de ce label, s'érigent en prétendus droits universels et imposent qu'on leur accorde les avantages sociaux qu'ils n'avaient su obtenir lorsque leur minorité les invisibilisait. Ce faisant, l'universalité abstraite des droits de l'homme s'éparpille en droits singuliers d'une identité désormais réduite à sa caractéristique sexuelle revendiquée. De l'abstraction universalisée, on s'abîme dans la pulvérisation des singularités autoproclamées identités. Au point que les références sexuelles, hommes, femmes, qui encadraient leur définition, en devinrent gênants et furent remplacés par la litote du genre dont on connaît aujourd'hui la puissance à mégenrer le quidam, dont le genre est autre que celui de tous les autres. Ainsi, l'identitarisme, c'est faire de l'identité non le produit du processus social continu par lequel un individu reçoit les qualifications qui feront de lui, avec des succès variables, ce qu'il aspire à être, mais un étendard communautariste de minorités prétendant ramener l'universel à leur singularité. L'identitarisme sur le plan sociologique se présente donc comme une perversion de l'identité lorsqu'on conçoit cette dernière comme le processus social que nous avons dit. L'identitarisme pervertit le processus en assignant l'individu à n'être que la qualification qu'on lui aura attribuée ou qui se sera attribuée. Bravo. Ben, j'avais pas fini. J'ai pas parlé du transgenrisme. Oui, demain. Demain, merci. Avec nos collègues. Merci beaucoup. Pourquoi vous êtes là, à cette table-là? La question de l'identité chez ces adolescents, et Jean-François en parlera, il y a cette quête d'identité. Qui ils sont, qui je suis, et c'est vraiment ce qui vous manifeste, c'est-à-dire je ne me reconnais pas. Je ne me reconnais pas dans mon corps, je ressens des choses donc, qui ne correspondent pas à mon corps. Donc c'est vrai que ça arrive, et ça les adolescents vous le décrivent très bien, je parle notamment des filles, avec notamment l'arrivée des règles, la poussée des seins, etc. Et à ce moment-là, elles ont ce sentiment d'étrangeté. Et c'est comme ça qu'elles les décrivent. C'est-à-dire, à ce moment-là, je ne me suis pas reconnue. Et d'ailleurs, il y a la problématique du miroir, c'est-à-dire quelle image est renvoyée d'elles dans ce miroir. Elles ne se reconnaissent pas dans le miroir. D'ailleurs, le temps de la douche, elles peuvent dire à quel point elles ont en horreur ce temps de la douche parce qu'elles ne se reconnaissent pas. Et il y a vraiment un rejet de certaines parties de leur corps, d'ailleurs pas de tout, mais une partie de leur corps, les seins notamment, elles manifestent ce rejet, ce refus, ce dégoût. Il y a même ce mot qui vient quand on les entend, ce dégoût des seins. Et c'est pour ça que nous sommes dit, mais finalement, est-ce que c'est bien dysphorie de genre ? Est-ce que ce sentiment, ce malaise, nous connaissons ça très bien en clinique ? Alors, un autre mot chez nos collègues était gender distress. Donc, on a eu du mal à traduire aussi gender distress.
Alors, j'avais proposé détresse pubertaire. Et nous avons continué à réfléchir aux détresses pubertaires. Et Jean Slamovitz, qui est où, nous avait dit que ce n'était pas tout à fait non plus la bonne traduction de gender distress. C'est d'ailleurs pas du tout la traduction, mais nous ne voulions pas traduire par genre. Détresse de genre, ça n'allait pas en français. Donc on avait proposé détresse pubertaire. Et on est allé plus loin. Et en retirant complètement le mot détresse, qui n'allait pas non plus, pour proposer angoisse. C'est vrai que le mot angoisse est là, chez ces jeunes filles, nous l'entendons tous, les cliniciens, et donc angoisse nous paraissait adéquat. Angoisse de sexuation, puisque ça touche à ce moment de l'adolescence, hein, de la sexuation de l'adolescent. Alors pubertaire, évidemment, en référence à Philippe Guton, c'est pour ça aussi que nous n'avons pas réussi à traduire l'expression angoisse de sexuation pubertaire pour l'instant. Nous soumettons donc à nos collègues pour demain cette proposition clinique et nous verrons comment elle est reçue par eux et comment nous pourrions même la traduire pour ne pas parler de dysphorie de genre. L'idée, c'est de faire quelques pas de côté par rapport à ce diagnostic qui nous parle. Moi, je parle de spectre large. C'est un spectre large où tout le monde, finalement, tombe, enfin, est diagnostiqué, peut être diagnostiqué. Tous ces adolescents en malaise pubertaire peuvent être diagnostiqués dysphorie de genre. Ce qui amène vers le transtrain, c'est-à-dire vers l'accompagnement, vers une transition sociale et médicale. D'où cette proposition clinique. Voilà, je restitue un peu les choses, mais votre texte m'a beaucoup intéressé que vous nous aviez fait lire à Isabelle de Mectev et moi-même sur le transidentitarisme. Voilà, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette quête d'identité. Donc je vais laisser Jean-François Solal qui pense avec nous ces questions, et lui depuis très longtemps sur les questions adolescentes, et je te laisse la parole. Merci Céline aussi de... Pardon. Merci Céline d'évoquer, je ne savais pas, ces hésitations que vous avez eues à présenter cette ASP, cette angoisse de sexuation pubertaire. Moi, je pense qu'angoisse, c'est mieux que... Je donne tout de suite ma réponse à moi. C'est mieux que détresse. Je pense que la détresse est plus forte, plus difficile à traverser, et parfois on ne la traverse pas. Il y a quelque chose d'une pathologie qui s'inscrit dans la détresse, qui peut-être nous ramène trop à la dépression, alors que l'angoisse, je pense, a à voir avec le désir. Et c'est bien quelque chose qui est en question chez l'adolescent. Le fait que ce soit pubertaire, moi, ne me choque pas, même s'il s'agit de quelque chose de post-pubertaire, tu disais. Mais ça ne me choque pas tout simplement parce que je crois que l'adolescent est aux prises pendant longtemps avec le pubertaire qui le précède. C'est bien ce hiatus entre le pubertaire et l'adolescence qui donne cette angoisse dont tu parles. Donc voilà, en fait, on est en train de mettre des mots ensemble. Je crois que c'est quelque chose aussi qui est présent, très présent dans tout ce qui est le mouvement et le lobby trans. Les mots ont été apportés, ont été parfois inventés et parfois ont été imposés pour qu'ils imposent leurs lois. Donc il y a quelque chose autour des mots sur lequel on ne peut pas transiger. Jean-Pierre Winter le rappelait tout à l'heure, rappelait cette phrase de Freud, si on cède sur les mots, on cèdera ensuite sur les choses. Ça fait écho pour moi avec quelque chose dont je voulais introduire mon intervention à partir d'une citation particulièrement émouvante pour moi. C'est une citation de Stefan Zweig, qui est dans son dernier livre, Le Monde d'hier. Le Monde d'hier a été commencé tout de suite après la prise de pouvoir par Hitler en 1934. Et il a été fini la veille du suicide de Stefan Zweig au Brésil, en février 1942. Il envoie à son éditeur son manuscrit et il se suicide le lendemain avec sa femme. Donc c'est quand même important ce qu'il est en train d'écrire là, parce que ça dit quelque chose de sa grande détresse. C'est une toute petite citation. Il évoque le manque d'hier et il dit « Partout, on proscrivait l'élément intelligible. On proscrivait. Les articles, le, la, les, furent supprimés. La construction de la phrase mise cul par-dessus tête.
toute littérature qui n'était pas activiste, c'est-à-dire qui ne consistait pas en théorie politique, était vouée à la poubelle. Mais au milieu de ce carnaval sauvage, rien ne m'offrit un spectacle plus tragicomique que de voir combien d'intellectuels de l'ancienne génération, dans leur crainte panique d'être dépassés et considérés comme inactuels, se barbouiller d'une sauvagerie factice avec la hâte du désespoir et chercher à suivre le mouvement d'un pas lourd et claudiquant jusque dans les chemins les plus manifestement aberrants. Il se suicide le lendemain. C'est un beau texte. Alors, je vais maintenant aborder ce que je veux vous dire. Il y a d'abord 6 mots que j'ai retenus du préambule que tu nous as donné dans le programme l'ASP, dans le préambule. Il y a 6 mots, ces 6 mots assez banals, assez banaux, mais qui me paraissent intéressants. Dans un second temps, j'évoquerai une tendance lourde, celle de l'extension des normes. Les normes ont à voir avec les mots, aujourd'hui, et des droits, au détriment de la loi. Et dans un troisième temps, très rapidement, comme conclusion, je dirai quelques mots de ce que je pense de votre proposition clinique. Alors, il y a, premier mot, la question de la croyance, c'est le mot que vous utilisez dans le texte, la croyance. Et là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Jean-Pierre. Je pense que la conviction me paraît être antithétique de la croyance. Évidemment, si on aborde la conviction avec dureté et sans envisager de débat, je ne vois pas tellement la différence entre la conviction et la croyance. Pour moi, la conviction, c'est la possibilité de pouvoir échanger, un échange entre humains, autour du commun, et c'est à ce moment-là antithétique de la croyance. La croyance, c'est quelque chose auquel on adhère totalement, alors que la conviction, on la forge, et on la forge le plus souvent dans notre domaine avec la méthode scientifique. Donc voilà, bon, mais peut-être qu'on discutera sur cette question. Alors, par exemple, la croyance aujourd'hui de certains jeunes, c'est qu'on peut changer de sexe selon sa volonté. Voilà. C'est affirmé. Il n'y a rien à en dire. Or, on ne change pas de sexe. Mais par contre, on peut changer de sexualité. La psychanalyste Joyce McDougall avait écrit un livre qui s'appelle « Eros aux 1001 visages », par exemple. 1001 visages, ça, je pense que les trans seraient assez contents d'imaginer qu'on peut avoir 1001. Mais ce n'est pas 1001 sexes, ce n'est pas 1001 genres, c'est 1001 possibilités d'expression de la sexualité. De son côté, Freud n'allait pas jusque-là, mais il a toujours gardé en tête, et là aussi Jean-Pierre nous le rappelait, la bisexualité de l'homme, mais dans un sens non genré, comme on dirait aujourd'hui. Dans Malaise dans la civilisation, cette petite citation, l'opposition des sexes s'estompe dans une autre opposition, activité-passivité. Ok, ça on connaît. Mais il rajoute, et c'est trop à la légère que nous laissons correspondre l'activité avec la masculinité et la passivité avec la féminité. La théorie de la bisexualité reste bien obscure, dit Freud, avec quand même beaucoup de modestie et avec une phrase qui s'oppose au caractère machiste qu'on lui propose. Voilà. Pour nous, psychanalystes, quel que soit le sexe de nos patients ou leur genre, quel que soit leur choix d'objet, homosexuel, hétérosexuel, nous savons que tous exprimeront dans la cure, et de façon différente, des traits masculins et des traits féminins qui n'auront rien à voir avec leur apparence physique. Il n'y a là aucun déterminisme préétabli. Là résident les difficultés de la sexuation. La sexuation, c'est le deuxième mot que je retiens de votre texte. Sexuation, ce n'est pas sexualité, ce n'est pas le sexe. Ce mot, utilisé par le psychanalyste Jacques Lacan, différencie la donnée biologique du sexe, qui en fait appartient à tout être vivant, même pas forcément animal. Il y a effectivement une sexualité, un sexe biologique,
c'est une donnée biologique. La sexuation, c'est différent pour Lacan. La sexuation, c'est l'effet du sexe sur l'être parlant. Donc il n'y a de sexuation que chez l'homme, pour les psychanalystes. En devenir, c'est un être parlant en devenir. Le petit homme, la petite femme, c'est l'effet donc du sexe sur la parole. La sexuation est donc un processus qui se déroule dans l'enfance, mais s'accroît avec l'apparition des caractères sexuels secondaires à la puberté. Se reconnaître dans un sexe, c'est fluctuant, disait Freud, tant s'entremêlent les traits masculins et féminins chez chacun. Alors, le genre vient là maintenant comme un troisième mot, mais on voit bien que le genre est là pour désexualiser l'homme. Ça le désexualise parce que ça enlève la question et de l'orientation sexuelle et de la sexuation. On a beaucoup parlé des prescriptions médicales et chirurgicales qui sont problématiques, mais vous savez, le passer du mot sexe au mot genre, c'est aussi une opération. Ce n'est pas une opération chirurgicale, c'est une opération verbale qui a ses conséquences. Le genre est d'ailleurs revendiqué à ce moment-là de manière affirmative. On affirme son genre, c'est mon quatrième mot, l'affirmation. C'est que des mots que vous utilisiez dans votre préambule. Et ces mots affirmatifs ont une fonction performative. Alors, performative, mon cinquième mot. On est ce qu'on dit, je crois que ça a été repris par Delcourt tout à l'heure, on est ce que l'on dit, on est ce qu'on dit que l'on est. On est ce que l'on dit qu'on est. Il y a cette redondance qui est nécessaire. Donc, c'est magique. Hein, c'est magique. C'est d'ailleurs une pensée magique, parfois, le performatif. Le performatif renvoie à un acte de parole. Parfois, ça a vraiment sa fonction symbolique, et parfois, ça renvoie à quelque chose qui est une pensée magique. Je ne dis pas que la pensée magique n'est pas symbolique. Elle dit quelque chose, bien sûr. La déclaration performative en mode affirmatif récuse toute obligation de preuve, méconnaît le doute. La déclaration performative se base sur le ressenti, que celui-ci vienne de soi ou qu'il vienne des autres, les experts qui disent aussi maintenant le ressenti. C'est dire que cette déclaration performative dont vous faites état dans votre préambule est indépendante de toute réalité de transformation. Elle peut l'accompagner, la transformation, ou bien s'en désolidariser, mais elle induit tacitement la transformation. Comment autrement affirmer durablement que vous avez changé de genre, voire de sexe, sans que rien de visible ne vienne étayer la formule initiale « je suis ce que je dis que je suis ». Il faut donc qu'il y ait un accompagnement, et l'accompagnement se fait dans le réel avec la mutilation. Voilà. Et il y a ce sixième mot, je ne vais pas m'appesantir dessus parce que ça a été évoqué, c'est la question d'autodiagnostic. Ça va très très bien avec le performatif. Bien entendu, on s'autodiagnostique et on demande à ce moment-là aux médecins, ça a été dit dans la dernière table ronde, nous ne sommes plus que des exécutants. C'est-à-dire qu'on nous dit qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, hein, en fonction d'un diagnostic qui a été posé avant que le médecin n'intervienne. Ma deuxième partie, très courte, normes, lois et droits. Là, je ne serais pas tout à fait d'accord, enfin, ça a été repris tout à l'heure par Pierre Valentin, il cite Foucault de manière un petit peu critique, il m'a semblé, mais moi je ne le prends pas de manière critique. Je trouve que les lobbies trans ont introduit dans la langue une infinité de termes, et ces termes sont des normes aujourd'hui. Notre ami Éric Marty, qui est associé à nos travaux, dans son livre « Le sexe des modernes », évoque Michel Foucault qui constatait, il y a maintenant plusieurs décennies, qu'à l'interdit négatif, supposant une sanction en cas de transgression, c'était le versant punir du pouvoir, a succédé une extension positive, non plus négative, mais une extension positive infinie des normes. C'est le versant contrôle du pouvoir. Plus besoin de punir. L'État se contente de contrôler. Les normes ont gagné d'ailleurs le droit. Récemment, ça date d'avant-hier, dans le forum de discussion de la petite sirène, une juriste, Madame Moiroux, professeure de droit à Paris-Sorbonne, estimait qu'on tend aujourd'hui à considérer un droit comme une chose, et non comme un lien, et non comme une relation, ce qui était le cas du droit romain. L'enfant
à ce moment-là, devant cette multitude de droits, s'auto-fonderait dans le choix d'un statut qui serait là en libre service sur le libre marché des droits. On est loin, effectivement, de la loi qui vient marquer quelque chose, qui vient trancher, qui vient apporter quelque chose dont l'opération serait symbolique. On pourrait naïvement penser, dans l'évolution libérale qui est la nôtre, que cette évolution accroît les libertés individuelles. En effet, le pouvoir offre une autorisation, mais le contrôle social des normes est au contraire plus fort et inflationniste. Ce contrôle des normes oblige chacun à y trouver son compte. On vous demande de trouver son compte dans la panoplie des droits qu'on vous offre. On est obligé de s'y soumettre, non pas de manière négative par rapport aux lois, mais de manière positive. Obligé de se soumettre positivement aux normes. Excite le sujet de droit pour un sujet des droits. Le sujet en est effacé, en tant qu'il pourrait dire non, qu'il pourrait suspendre son action. Le sujet, c'est celui qui dit non, nous disait Gaston Bachelard. Ce n'est pas un hasard si les thérapeutes ou les lobbies se qualifient d'affirmatifs, de transaffirmatifs, et que les lobbies trouvent les psychanalystes négatifs. Moi, je vous donne un conseil, si vous avez des copains psychologues qui cherchent à s'installer, qui ne s'installent pas comme psychanalystes, c'est plus du tout à la mode, mais moi, je pense qu'il faudrait sortir quelque chose qui serait, par exemple, thérapeute, affirmatif, positif. Et je suis sûr qu'on aurait un succès, il y aurait un succès monstre. Donc il faut le déposer, il faut déposer le truc, parce que je pense que ça marchera du feu de Dieu. Ma dernière partie, c'est une conclusion qui a à voir avec le thème, j'en ai pour 2 minutes, l'angoisse de succession pubertaire. Je dirais qu'elle est universelle. C'est important. Si on dit que cette angoisse de succession pubertaire est universelle, ce n'est pas une maladie. On n'est pas dans le pathologique. C'est un marqueur de la puberté. L'angoisse pour la psychanalyse indique qu'on s'approche du désir énigmatique, fluctuant, ambivalent, indexé, aussi bien sur l'amour que sur la haine. Être en proie à l'angoisse de succession et l'effet de l'étranger en soi, les règles qui ne viennent pas de soi, qui sont comme une sorte d'alien en soi pour la jeune fille qui les a pour la première fois. C'est l'effet de l'étranger en soi, l'effet de l'indéterminé qui compromet l'équilibre narcissique que l'enfant avait difficilement acquis sous le regard de l'autre. Les changements corporels de la puberté, les effets des pulsions sexuelles nouvelles sont vécus en effet comme un alien, un étranger, qui peut être attaquant, persécutant, avant de pouvoir être apprivoisé et intégré. L'angoisse de sexuation pubertaire oblige à mettre à nouveau sur le métier la relation à l'autre en tant qu'elle permet la reconnaissance de soi et en même temps la reconnaissance de l'autre. Il est des cas où l'adolescent ne parvient pas à intégrer la nouveauté, à la pensée, trop content alors que l'adulte puisse proposer un prêt-à-penser, une solution objective, médicalisée, parce que c'est l'adulte qui dit « tu es né dans un mauvais corps, nous, adultes, allons y remédier ». À cette objectivation des corps, le psychothérapeute propose un travail subjectif, un déploiement d'identification nouvelle, une éventuelle révocation de celle caduque de l'enfance. C'est donc un travail individuel, loin des stéréotypes sociaux, qui va s'engager pour fixer à l'âge adulte la sexuation, peut-être aboutir à une transidentité de genre, peut-être, ou à un nouveau choix sexuel, un choix d'objet sexuel, ou bien, le plus souvent, après la crise paradigmatique qu'on appelle crise d'adolescence, le statu quo. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Jean-François. Alors, quand vous cherchez ASP, ne cherchez pas ASP tout seul parce qu'on tombe sur aspirateur. Ça serait bien que ce ne soit pas aspiré trop vite, notre idée. Donc, cherchez angoisse de sexuation pubertaire. Je laisse la parole à Caroline Ekachev. Oui, je vais juste conclure sur l'ASP, qui est destiné effectivement à faire le lien avec la journée de demain. C'est quand même intéressant que nous ayons
collectivement refusé de nous laisser imposer ce terme de dysphorie de genre, qui n'est pas un terme qui a été inventé par des médecins, mais qui est un terme qui a été imposé par les transactivistes. Alors, effectivement, la question des listes du DSM en particulier nous importe beaucoup en France. On a longtemps résisté, et puis on n'a plus pu résister, et puis la psychanalyse a été totalement évacuée du DSM. Et finalement, il y a une autre raison qui nous a poussé à élaborer cette nouvelle classification, c'est les détransitionneuses. Les détransitionneuses, certaines d'entre elles disent on n'a pas fait le bon diagnostic. On n'a pas fait le bon diagnostic. Et ce diagnostic, c'était un diagnostic de dysphorie de genre qui conduisait, s'il était posé, c'était ça le problème en fait, le diagnostic, une fois posé, diagnostic, traitement, on est en médecine, diagnostic, traitement, et le traitement, c'était les hormones croisées, etc., etc. Et donc, il s'agissait premièrement de ne plus accepter ce terme, et surtout de décrire ce qui se passait, puisque au fur et à mesure, c'est intéressant aussi parce que comme vous l'avez peut-être vu, cette élaboration, elle s'est faite de plusieurs disciplines. Et ça correspond tout à fait à ce qu'est ce problème. Vous le voyez bien, nous sommes là nombreux, chacun dans des disciplines différentes. Et pour élaborer cette angoisse de sexuation pubertaire, nous avons travaillé les uns avec les autres de plusieurs disciplines. Donc c'était probablement indispensable. Et donc il s'agissait de définir ce que nous avions vu cliniquement et dans la société et de montrer que ça n'avait pas pour conséquence, ça ne voulait pas dire un enfant qui présente tous ces signes est probablement trans et même certainement trans et doit aller vers le traitement, mais au contraire de considérer qu'il s'agissait de symptômes et que le traitement, le premier traitement, c'est la prise en charge psychothérapique et si possible psychanalytique. Donc voilà tout ce qui nous a amené à faire ça. Et effectivement, on a été... d'abord, on était quand même assez contents, il faut le dire, de la façon dont ça a été reçu, de la façon dont ça a été quasi immédiatement publié dans une grande revue de psychiatrie. Je pense qu'on était vraiment contents de ça parce que ça voulait dire que du côté de la profession des psychiatres, il y avait probablement une attente et que ce que nous proposions permettait de satisfaire cette attente. Et nous avons eu aussi des remarques extrêmement intéressantes. Quand on va sur le site de ce journal, on voit des remarques d'autres psychiatres qui disent, par exemple, que nous aurions dû rajouter, par exemple, quelque chose comme la durée. Ces signes devraient durer plus de temps, être rapides ou plus longs, etc. Donc on est effectivement, on a aussi engagé une forme de dialogue avec d'autres professionnels qui ont de l'expérience et qui sont capables de formuler précisément ce qu'ils voient. Et comment on peut effectivement poser un diagnostic correct qui ne signifie pas que ces adolescents, ces adolescentes qui présentent ces signes sont des trans qu'il va falloir traiter avec des hormones croisées. Voilà. Alors, je voudrais quand même dire un mot concernant Céline. Céline a 50 idées à la seconde. On va dire 48 ne se réalisent pas, mais 2 se réalisent et sont extrêmement utiles. Et l'angoisse de sexuation pubertaire, c'est elle qui l'a pensée, portée et qui nous a tous fait travailler. Et donc, on la remercie. Voilà. J'ai juste une petite chose à rajouter. Après vous avoir entendu les uns et les autres, on est quand même un peu déprimé. C'est pas l'angoisse de sexuation pubertaire, mais disons qu'on est angoissé et
déprimés et la situation en France n'est pas très réjouissante. On va voir ce qui se passe. Personnellement, je ne suis pas totalement négative. C'est-à-dire que moi, l'espoir que j'ai, c'est les jeunes d'aujourd'hui qui ont 14-15 ans, qu'on entend autour de nous, qui n'en peuvent plus de ce qu'ils entendent, des histoires de genre, de comment ils sont. Alors évidemment, certains vont mal, hein, on fait vraiment beaucoup. Voilà, ils ont pas supporté le confinement, ils sont élevés comme ci, comme ça, etc. Mais je veux dire que nous tous ici, nous allons tous résister, mais c'est pas, enfin, on va un peu changer le monde, mais eux, je pense, le changeront, et c'est à eux qu'il faut faire confiance. Voilà.